Mais oui, vous êtes bien dans Plus ou moins Geek, le seul magazine télé à revenir sur plus de 50 ans de culture geek en 52 minutes. Un petit chiffre pour casser les préjugés si chez vous, vous vous dites « Oh non, la culture geek c'est récent ». Un chiffre, une date, 1897, parution de Dracula, le roman de Bram Stoker. Et regardez, cascade les amis, j'arrive sur le plateau pour représenter l'équipe de choc qui m'entoure, la blogueuse RL, le romancier Laurent Kessy, le réalisateur, comédien et auteur Sébastien Rassia, qui travaille toujours en binôme avec monsieur Fred Molas, et Rurik Salé, notre compositeur, comédien et journaliste professionnel. On retrouvera bien évidemment François un petit peu plus tard pour le talent web. François qui est occupé à réparer le siège de son bureau. Et tout de suite, on attaque avec un sommaire. Aujourd'hui, dans Plus ou moins Geek, vous découvrirez ou redécouvrirez la série culte Les Envahisseurs, le jeu vidéo Mirror's Edge, l'auteur revendicatif Ian Banks, une rétrospective sur les Magical Girls, la fin des aventures de Nico à Paris Games Week, l'interview carrière de Masao Maruyama, Stéphane et le jeu de plateau Seven Wonders, une enquête geek sur les langues créées par le grand Tolkien, le talent web Bob Lennon et l'incontournable Shopping List. Au Japon, on trouve des sushis et RL. Rubrique culture japonaise avec RL. Parce que oui, j'ai reçu des lettres du Japon qui me disent « Au Japon, nous respectons RL telle une déesse vivante. » Et on la sert aussi dans les kaiten sushi. Hein. De quoi tu vas nous parler, RL? Avec ce sujet culture manga aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vais surtout m'adresser aux filles et un peu aux pervers. Voilà. Il y a Donc, du monde dans l'émission. Hein. Donc le plus simple, c'est qu'on regarde, on va parler de ça. Oh, c'est coquin ça. Hein. C'est pas la version techno qu'on a eu. C'est leur moon. Je te fais là, des prismes lunaires. Là, il y a eu plusieurs Magical Girls, c'est ça? Ouais, voilà, c'est pour montrer, puisque j'ai parlé du genre en entier, on va parler de plein de filles différentes. Comment savoir si on a affaire à une Magical Girl? Parce que toutes les filles qui font de la magie ne sont pas des Magical Girls. Donc il y a plusieurs critères. Est-ce que vous en connaissez déjà quelques-uns? Des sidekicks mignons, kawaii et super oui, inutiles. c'est vrai. Il y a un sidekick à côté qui sert pas à rien. Voilà, donc Elle se le l'item transforme. magique. La scène de transformation qui est très longue et récurrente dans chaque épisode. Et récurrente, Un voilà. un peu ridicule, non? Comme la Lu, tu vois, c'est toujours un peu des noms comme ça. Le nom, pas forcément, mais c'est vrai Wakaibayu. qu'en France, on aime bien mettre des noms pourris. Donc, on a aussi le costume mignon. Et toujours, court, souvent. Hein. Et souvent court. Elles sont pas obligées d'avoir tout les en versions, même temps, hein, mais bon, en gros, on a aussi les Elles incantations. sont souvent évidemment. chroniquées par une fille de plus ou moins geek aussi. Non, pas souvent quand même, je vais pas faire tout le temps. Hein. Elles ont souvent aussi un petit pet, un petit familier, souvent ridicule. Pète au casque. Qu'est-ce qu'un Et pet? un petit familier, un petit... Enfin, parce qu'on peut pas dire un fait, animal pet. vraiment, parce que souvent ça c'est les ressemble petits un peu trucs à un peu rien. mignons, c'est genre Voilà. un ours mais petit et Dans rose. Sailor Moon, c'était le chat, c'était Luna. Dans Sakura, c'était Pierrot. Non, c'est Kélo. Oui, mais c'est Pierrot qui s'appelait en Kélo français. Bélos. Ah, alors là, tu me dis. Attention, il y a battle, là il y a battle. Ah, battle de prénom. Je vais pas te battre sur la version française. C'est pas dire Plus ou moins Geek, c'est la seule émission où vous avez la version originale et la version française dans la en Il même traduit temps. pour moi. Et donc évidemment, le pouvoir, c'est un secret, ce qui permet d'avoir une connivence avec la téléspectatrice ou la lectrice. Donc le genre a été largement inspiré par une série américaine. Alors, Devinez laquelle? Wonder Woman. Non, c'est Ma sorcière bien aimée. Ah ouais. Et c'est Elisabeth Montgomery qui l'a. Voilà. Non mais si, ah oui, c'est assumé. Et en fait, c'est la Toei qui lance ce genre-là au début des années 70, donc avec Sally la petite sorcière. C'est suivi par d'autres studios, Asahi Productions qui lance Minky Momo. Asahi comme la Gigi. bière. Gigi. Voilà, elle aime bien se mettre à Minky poil aussi. Momo, elle s'appelle, Oui, parce que c'est dans les génial, transformations, souvent, elle se met à poil, elle se retrouve à poil en fait. Et puis toute cette vague va connaître son apogée en fait dans les années fin 70, début 80, évidemment, qu'on va avoir nous en France. Avec Goldorak, Captain Voilà. Avec MacGyver. Pour garçons en fait. C'est une vague, c'est ce qu'on appelle les cute magical girls. C'est celles qui sont mignonnes, elles sont souvent toutes seules. En fait, elles font de la magie pour rendre leur quotidien meilleur. Il y a un deuxième genre important, c'est la magical girl guerrière ou Sentai. Les deux marchent ensemble, assez bien. C'est un genre lucratif parce que, oui, bah voilà. Un genre lucratif parce qu'en plus des produits dérivés, ça plaît aux garçons parce que du coup, ça cassagne un petit peu plus. Donc, elles utilisent leur pouvoir pour une grande cause, combattre un méchant, sauver la Terre. Par exemple, d'invasion extraterrestre, qu'on a dans Tokyo Mew Mew, c'est passionnant. Donc, l'instigatrice du truc, c'est Cutie Oni, Chérie Miel. Chérie Miel, c'était assez pervers parce que quand elle se transformait, contrairement aux autres où elle se transforme et puis après elle finit habillée, Ouais, là t'as ses poil, vêtements se déchiraient, elle était vraiment nue Ouais. pour le coup. Et donc le Sentai, en fait, c'est comme ce qu'on a eu Bioman,
par exemple. C'est des équipes de... Voilà, c'est un groupe de personnes. Alors, dans Sailor Moon, c'est évidemment le produit phare du genre. On garde les codes couleurs, l'esprit d'équipe, la combativité, etc. Les parodies hentai qui sont pas mal aussi, de Sailor Moon, c'est Sailor Moon. Notamment. C'est quoi, c'est Sailor Sailor Moon, non je déconne, c'est pas vrai. Ah sérieux. d'accord, ok. Donc, cette blague vous est offerte par Fred Molas qui... Attention, donne-moi le Gonzo de la honte, parce qu'il ne l'a pas eu. Voilà. C'est le Gonzo du gras, quoi. À savoir que les Sentai ne sont jamais à 4 parce que le chiffre 4, en japonais c'est chi, ça fait penser au caractère de la mort. D'accord. Donc du coup, français, par c'est ridicule aussi, superstition, chi, hein. on ne fait jamais rien par 4, ne faites jamais de cadeaux par 4. Au Japon, c'est très mal vu. D'accord, il ne fait pas de cadeau par 4, c'est Nico qu'on suit à Paris Games Week, c'est le dernier épisode de son Inside. Que va-t-il se passer? Réponse tout de suite. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Nous sommes à la Paris Games Week, le plus grand salon de jeux vidéo de France. Et voilà, les gens sont complètement fous. C'est aussi ça la Paris Games Week. But du jour, ne pas perdre Nico. Et avec 210 000 visiteurs, c'est pas gagné. Il y en a partout, dans tous les coins. Comme vous le voyez à la Paris Games Week, c'est le bordel. Il y a des milliers de joueurs qui sont là pour tester tous les futurs jeux que vous allez pouvoir jouer dans l'année. Et ils sont prêts à en découdre, à faire la queue. Salut jeune homme, ça fait combien de temps que t'es dans cette queue? Ça va faire presque une heure. Déjà presque une heure. Ouais. T'as du courage. Quand même. Ce sont des jeunes, ils ont pas peur. Est-ce que Camille, t'es chaud? On continue ou pas? On continue? On continue. Allez, suis-moi. 1 heure d'attente. Oh Nico, je suis sûr que tu peux trouver encore bien pire. Cherche bien, c'est ton défi. Ça fait flipper. Hein. Je sais pas si c'est le jeu qui fait plus flipper ou le nombre d'heures d'attente. Vous êtes fous les jeunes? Vous êtes dans la queue? On est fous. Voilà, le jeu vidéo. Ah, ça rend fou, je suis pas si sûr. Mais c'est pas grave. Allez, on aime ça. Amis lycéens, regarde bien, Nico va peut-être changer ta vie. À la Paris Games Week, on a parlé de jeux vidéo, d'éditeurs, de présence, de stars, d'anniversaires. Mais il y a aussi une partie très importante à souligner, qui était peut-être même la partie la plus importante. Ce sont les grandes écoles. Toutes les écoles d'art graphique, de design, de level design, de 3D, de 2D sont présentes sur des stands à la Paris Games Week. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que vous voyez ici toutes les petites têtes blondes qui sont prêtes à acheter les futurs jeux qu'on va retrouver dans les bacs pour Noël ou pour les autres périodes de l'année. Ça leur donne envie de créer leur propre jeu dans le futur. Et ça, toutes les écoles présentes l'ont bien compris. Si ça vous dit, on va passer en coulisses et on va essayer de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous en dire plus de leur présence sur les fameux stands. Parmi les écoles, on trouve Créageux, Autographe, Supinfogramme, Lizart et bien d'autres. Chose promise, chose due, j'ai réussi à enfin avoir quelqu'un qui va nous en expliquer un petit peu plus sur la présence des écoles à la Paris Games Week. Parce qu'effectivement, ça peut vous faire sourire, il y a du jeu vidéo, c'est du divertissement, mais il y a aussi de vrais métiers, de vrais artistes et de vrais créateurs. Salut Valentin, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, nous, on est sur la Paris Game Week parce qu'en fait, ça rassemble la plupart des jeunes qui justement sont intéressés par le domaine du jeu vidéo et de la 3D. Et donc, on est là pour leur exposer ce monde-là, qui est pas forcément très connu ou pour lequel on a une fausse idée. Et justement, on leur dit comment ça fonctionne, comment on peut y accéder, et justement ce que ça peut apporter, les débouchés qu'on a là-dedans dans ce domaine de métier. Comment réagissent les parents? Parce qu'on sait, bon, les années ont évolué, les parents étaient un peu sceptiques au début, jeux vidéo, c'est du divertissement. Comment sont les parents avec les enfants maintenant quand ils voient qu'il y a des grandes écoles qui sont en train de se développer dans notre pays? Alors en fait, le jeu vidéo, ça a été très mal vu pendant de longues années, mais en ce moment, justement, la génération qui était au début des jeux vidéo sont les adultes d'aujourd'hui. Donc en fait, les parents ont une bien meilleure réaction du point de vue du fait que leurs enfants veulent faire des métiers artistiques tels que l'animation et la création de jeux vidéo. Donc justement, ils ont plus une vision professionnelle et ils voient que c'est un métier en plein développement. Donc justement, on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées et qui rentrent dans les écoles. Merci Valentin. Dernière petite chose, pour accéder dans les écoles, il faut avoir le bac. Comme la plupart des écoles qui proposent des formations de qualité, le bac est nécessaire. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que justement, on fasse un bac qui s'adapte à ces jeunes qui sont passionnés par l'informatique, parce que justement, j'étais dans ce cas-là, à pas être très bon à l'école, mais passionné de l'informatique, et ça m'a été très dur d'obtenir un bac qui me permettait justement de continuer et surtout de pouvoir vivre ma passion à fond. Merci Valentin. On est deux dans ce cas-là parce que moi aussi j'ai galéré pour avoir mon foutu bac. Je vous le dis vraiment, j'ai galéré.
et j'ai fait un peu la même formation. Donc voilà, merci à vous tous, merci à Valentin, bonne chance pour la continuation, merci. Être suivi par une caméra, vous allez pouvoir constater que c'est pratique pour griller les files d'attente. Mais dans quel but? On va se rafraîchir, on va voir si mademoiselle elle est d'accord pour me filer un coca. Bonsoir mademoiselle, est-ce que vous êtes prêts à rafraîchir un pauvre journaliste? Oh génial. Eh ben voilà, je vous remercie. Elle est trop chou, j'en peux plus, j'ai un problème de gorge. Merci à toi. Mes amis gamers, geeks en tout genre, la Paris Games Week vient de s'achever. Ça fait 4 jours que je suis là, j'ai joué à tous les jeux, je suis KO. Il y a plein d'éditeurs, j'en peux plus. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Eh oui, Nico, à force de kiffer les jeux de zombies, tu ne t'es pas méfié des vrais. Nico qu'on retrouvera bien évidemment en duo avec Baptiste dans les futures rubriques Histoire et Nouvelles Technologies. Et en attendant, je vous plonge en 1967. Rubrique série télé avec David. 1967 à 1968 pour la série, attention les amis, série culte, les Envahisseurs. J'oserais même pas vous faire l'affront de vous pitcher cette série. Moi je vais vous le faire quand même, on va regarder le générique qui explique tout. Bien sûr. Ah là là, David Vincent. Je suis David Vincent. Les Envahisseurs. Une production Queen Martin. Avec Roy Kinner dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs. Voilà, les Envahisseurs. J'ai tout compris. Alors, c'est quoi le titre? Alors, je vais quand même le coup. Voilà. Une image vaut mieux qu'un long discours. Hein. Les Envahisseurs. Alors, je vais vous faire l'affront de vous pitcher la série Les Envahisseurs. Ouais, tu as tout dit, les Envahisseurs. C'est David Vincent joué par Roy Tynes qui cherche un raccourci que jamais il ne trouva. Donc, il est dans sa petite voiture et tout, puis un coup, il s'endort. Et d'un coup, il est réveillé par une lueur rouge, avec une vieille soucoupe qui se pose. Et il y a, pour vous mimer une des premières scènes qui est hyper représentative, je vous rappelle que depuis quand même quelques années, on n'a pas le droit de montrer de cigarettes à la télévision. Alors je vais utiliser ce stylo pour vous plonger dans l'ambiance de la série. David Vincent donc vient de voir les Envahisseurs atterrir. Il va dans un poste de police, il est 6 h du matin, il fait super jour. Et le flic lui dit « Monsieur David Vincent, vous êtes sûr d'avoir trouvé des extraterrestres ? Vous n'avez pas plutôt somnolé ?» Et David Vincent qui est là. Non, je suis sûr. C'est une autre époque. Et tu vois, ça marche jusqu'au bout. Attends, la fumée, là. Je suis très acteur studio. Voilà, alors Les Envahisseurs, c'est tout ce charme désuet. Et pourtant, en me replongeant dans la série, j'ai trouvé plein de choses qui vont plaire aux fans de X-Files. Ce côté conspiration qui plaît tant dans X-Files, bah voilà, on le retrouve complètement dans Les Envahisseurs. Alors, bien évidemment, David Vincent va partir il va devenir une sorte de paria. Il va commencer à essayer de déjouer le complot des Envahisseurs. Les Envahisseurs qu'on reconnaît à quelle faculté physique, les amis? Le petit doigt qui est plus long. Le petit doigt. Et vous savez pourquoi ils avaient choisi le petit doigt? Non. Parce que celui-là, c'était... Non. Effectivement, celui-là, on n'avait pas le droit. Mais surtout, au départ, ils voulaient mettre un œil dans la main des Envahisseurs, sauf que ça allait coûter une fortune en effets spéciaux. Larry Cohen donc crée cette série, c'est pour ABC. Il écrit les 22 épisodes de la première saison, qui font à l'époque 26 minutes. Et là, il va y avoir un gros clash. Tu as noté dans le générique Queen Martin. Eh bien, Queen Martin, il dit à un moment, attendez, moi ça me va pas, finalement les Envahisseurs, on va les faire passer à 50 minutes. Là, Larry Cohen dit, bah tu sais quoi, tu vas aller te faire voir. Eh ben, tu l'as fait en 50 minutes et je me barre. Donc il y a 22 épisodes qui vont être repassés de 26 minutes à 50 minutes avec Larry Cohen qui se barre. Donc voilà, il y a tout un truc. Alors, je vais relever aussi un petit peu le côté mythologie. Alors la mythologie, c'est un terme assez spécifique des séries télé, c'est ces fameuses histoires qui découlent de saison en saison. Les Envahisseurs, il y en a une, effectivement, puisqu'à partir de la saison 2, David Vincent rejoint les Défenseurs, The Defenders, voilà exactement, avec qui il va essayer c'est un petit groupe qui va essayer de mettre à jour ce complot extraterrestre. Série qui finit, alors c'est pas un grand succès aux États-Unis, et d'ailleurs Roy Tynes va apprendre la fin des Envahisseurs en lisant son journal. C'est horrible. Tu savais que Philippe Cadic avait proposé ses services pour les Envahisseurs parce que c'était un truc paranoïaque qui lui correspondait bien et ils n'ont jamais voulu de lui. Voilà, il avait bien raison. Non, sinon il n'aurait peut-être pas écrit tous les bouquins qu'il a écrits. C'est ça aussi. Non mais critique pas, c'est l'amour de sa vie, Philippe Cadic. Et c'est quoi la fin des Envahisseurs?
Ah bah je vais pas te la spoiler. Bah, Tu sais quoi, je vais t'offrir ce coffret. Non mais en fait depuis tout à l'heure il veut pas regarder les films, il me raconte la fin de Ring, il me raconte la fin de Ring. T'as bien spoilé la fin de Code Quantum, alors tu pouvais spoiler ça. Oui mais c'est pas bien. Donc voilà, une dernière petite info sur les envahisseurs. Alors c'est pareil, c'est pour vous montrer à quel point le contexte, on va dire, géopolitique fait évoluer un petit peu la télévision. Parce que vous vous rappelez peut-être de la parodie des Inconnus. Ah, bien sûr. Voilà. Voilà. Qui aujourd'hui, en fait, on mettra un petit extrait là tout de suite, là dans ma petite main. Mais c'est des choses qu'on ne peut quasiment plus montrer en télé parce qu'effectivement, il y a ce côté un petit peu. Il montrait les envahisseurs comme des personnes d'origine étrangère. Voilà. Putain, mais alors, par contre, c'était drôle. Hein. Ouais, et au lieu de ce petit doigt, c'était donc un autre doigt qui était beaucoup plus long. Allez, on va attaquer aussi avec des gens qui sont d'une autre origine, puisqu'on va passer sur l'interview carrière avec un créatif du Japon. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Bonjour, je suis Masao Maruyama. Regardez Plus ou moins geek, s'il vous plaît. C'est un petit monsieur très humble que vous avez vu arriver avec ses baskets rouges et sa chemise orange. C'est pourtant un très grand monsieur de l'animation à qui de nombreux professionnels doivent beaucoup que nous avons interviewé à Japan Expo. En fait, à l'époque où j'ai commencé à travailler, les dessins animés n'étaient pas encore très populaires. Tezuka Osamu a créé la Mushi Production. Jusque-là, on avait un film au cinéma tous les 3 ou 5 ans. On faisait des œuvres plutôt longues. Grâce à Tezuka Osamu, on est arrivé à un dessin animé par semaine à la télévision. Pour cela, il fallait produire une œuvre par mois. Et comme il avait commencé ce projet si insensé, il lui fallait de la main-d'œuvre. C'est pour ça que les jeunes comme moi ont été mobilisés. Et bien que je ne connaissais absolument rien aux animés, c'est ainsi que j'ai fait mon entrée dans le monde des affaires. Le studio Madhouse est arrivé plus tard. Comment est-il né? J'ai commencé l'animation en travaillant à Mushi Production, créé par Maître Tezuka. J'y ai travaillé sur plusieurs œuvres, notamment Ashita no Joe, sur lequel j'ai été dirigé par Tezuka Osamu. Malheureusement, quelques temps plus tard, Mushi Production a fait faillite. Avec tout le personnel qui avait œuvré sur Ashita no Joe, on a créé Madhouse et ainsi commencé à travailler. Pourquoi avoir choisi des longs métrages pour commencer? Il y a des périodes avec beaucoup de longs métrages et d'autres avec beaucoup de séries télé. Ce n'est pas moi qui choisis, ce sont les circonstances qui font que c'est ainsi. Et j'ai bien l'intention de continuer à faire les deux. Et maintenant, vous venez de créer un studio indépendant. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour plusieurs raisons, il y a des choses que je ne peux pas faire, qui sont difficiles à faire. Donc j'ai créé cette entreprise, dans laquelle je vais pouvoir faire des choses sans poser problème à quiconque. Quel est votre poste préféré? J'aime tout. J'ai envie d'essayer tout ce qu'il y a à faire. Cependant, pour chaque chose, il y a toujours quelqu'un de plus doué que moi. En fait, j'aimerais être réalisateur. Les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé, Jintaro, Tezuka Osamu, Kon Satoshi, Osawa Mamoru, ils sont tous meilleurs que moi. Mon travail consiste donc à ce que le leur se fasse dans les meilleures conditions possibles. Quelle est votre production favorite? Toutes les œuvres auxquelles j'ai participé sont importantes pour moi. Il y a un adage japonais qui dit « Les enfants en difficulté sont les plus mignons ». Donc pour moi, les œuvres qui n'ont pas connu le succès sont les plus intéressantes. Comme c'est mignon, ne seriez-vous pas un peu sentimentaliste? Mais après tout ce travail accompli et tous ces succès souvent mondiaux, vous n'avez pas envie de prendre une retraite bien méritée? Il s'est présenté une bonne opportunité. Mais en même temps, je ne peux pas dire le titre. Mais il y a des choses que je n'ai pas finies.
Il y a des choses qu'il va y avoir à faire à partir de maintenant, des choses que personne ne peut faire à part moi. Alors je pense continuer encore pendant au moins 5 ans. Il est maintenant temps de tirer au sort la question conne. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Hier soir, j'ai mangé du saumon. C'était très bon. L'extérieur était bien grillé, mais l'intérieur était cru. C'était du bon saumon cuisiné à la danoise. C'était très bon, je suis content. Oh zut! Il n'a pas donné l'adresse du restaurant. Le saumon qui rend happy. Ça avait l'air intéressant. Dommage. Merci, monsieur Maruyama. Ta rencontre avec cet homme? Voilà, c'est moi qui ai fait l'interview et en fait c'est un monsieur qui est hyper poli, c'est un grand monsieur en plus et j'ai une copine qui est tombée amoureuse de lui parce qu'il est tout petit, il touchait pas le sol avec ses petits baskets rouges et tout, c'était trop mignon. Mais ouais, elle veut en commander un pour Noël en fait. D'accord, et ben nous on va commander un Fred et un Seb mais on va être livrés tout de suite. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Donc moi ce coup-ci, je vais parler de Mirror's Edge. C'est un jeu qui n'a pas eu un gros succès commercial, hélas. C'est un jeu qui méritait un meilleur destin, je pense, parce qu'il était très original. C'est un jeu de plateforme à la première personne, en fait. Donc c'était complètement unique comme concept. Ça a été développé par DICE, ça a été édité par Electronic Arts en 2008. Donc on va regarder quelques images de suite. DICE, c'est le studio qui a fait Battlefield. Et ils ont piqué ça pour la BO de C'est ça, de Amazing Spider-Man. Tu m'as piqué la fin de ma chronique, va faire foutre. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de plateforme à la première personne. C'est un truc de parcours, c'est du parcours, c'est exactement ça, c'est du Yamakasi. Tu m'as aussi piqué une partie de ma chronique. Sur un scénar de bon, ben c'est bon, t'as fini alors. C'est Et fini. tout de suite, rubrique Voilà, de rubrique jeux vidéo avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, alors le scénario, c'est dans un futur proche, donc on est dans un régime totalitaire. En fait, la criminalité a énormément augmenté. Et pour contrer ça, en fait, le gouvernement décide... Il y a Claude Guéant, bien sûr. C'est ça. Et pour contrer ça, en fait, le gouvernement donc, décide de mettre des caméras partout, de surveiller Internet, de surveiller le téléphone, etc. Il y a des rondes d'hélicoptères. Plus personne ne peut rien faire. Voilà, des policiers partout, des flics partout, etc. Et donc, il ne reste que quelques personnes qui ne veulent pas qu'on lise leur mail, leur machin. Et donc, ils font appel à des messagers. Ça s'appelle des messagers. Donc, on en incarne on incarne Faith, donc qui ont pour rôle de délivrer des messages, de jouer le rôle de la poste entre différentes personnes. En fait, ils livrent des emails, mais ils ont le papier. On incarne un facteur. En gros, on incarne un facteur, c'est ça. Et donc le but, c'est de le jeu peut être, il peut y avoir une très légère dimension FPS dans la mesure où on peut ramasser des armes et tirer sur les gens. FPS. First person shooter. Donc Call of Duty, tout ça. Voilà. Mais le jeu est beaucoup plus amusant à faire sans tuer personne en fait, puisque le jeu tu peux le faire en mode pacifique. Il y a cette possibilité de combattre les soldats, mais en les désarmant et en les frappant, mais sans utiliser l'arme quoi. Le but c'est vraiment de s'enfuir et de sauter d'obstacle en obstacle et d'atterrir. Voilà. Et donc le jeu, comme tu as dit, c'est du parcours. C'est les Yamakasi en français, c'est exactement ça. Donc le but c'est vraiment... Est-ce que tu pourrais me faire une démo, s'il te plaît, en plateau? Tout de suite. Vous voulez casser le plateau? On peut le faire. On en a parlé juste avant. Ça me fait penser à un bouquin de Neil Stephenson qui s'appelle Le Samouraï virtuel, où c'est ça, la héroïne est une jeune nana je me souviens plus si elle est en skate, en patin en roulette je crois, et qui livre des paquets comme ça, c'est un truc cyberpunk. Et je pense que ça a été un peu inspiré de ça. Mais là, je sais pas trop parce que là, elle a pas de patin, mais là, elle se contente d'être... Non, mais l'esprit, tu vois, général. Ouais, d'être sur les toits. Et donc voilà, l'histoire en gros, c'est donc Faith qui est une messagère qui revient suite à un accident où elle s'est cassée la gueule, et donc elle revient sur le fait de délivrer des messages. Et donc il y a toute une histoire qui se déroule avec un complot où on apprend que sa sœur est en danger, machin, elle aurait pas la sauver, etc. Et le jeu est très très intéressant, vraiment. C'est dommage qu'il ait eu si peu de succès parce que c'était vraiment un jeu super cool. Il n'y a pas eu de suite. Mais le truc qui est cool, voilà, c'est que malgré que le jeu n'ait pas marché commercialement, le studio a décidé de faire une suite quand même. D'accord. Et c'est super intéressant parce qu'au niveau de la patte graphique, c'est hyper rafraîchissant. Je sais pas comment dire ça, mais les sons, tout ça, l'ambiance, le fait de sauter comme ça sur les immeubles, il y a une sensation de liberté qui est un vraiment... effet de vitesse qui est très bien rendu. Quand on commence à courir et qu'on arrive vraiment... Parce qu'on voit bien les membres se déplacer, on voit les jambes se plier. Tu vois les pieds, tu vois tes pieds en fait. Les pieds, les mains...
Non, mais maintenant que t'en as parlé, ça va cartonner, ça y est, c'est obligé. Ouais. Moi, je vais poser une question avec mon stylo cigarette qui me fait cracher. Comment l'as-tu découvert? Je crois qu'on me l'avait offert parce qu'il n'était pas très cher vu que justement... disons que ça fait plaisir. Oui, non, mais c'est triste, mais comme il s'est pas bien vendu, voilà, le prix a baissé. Donc moi j'y suis allé comme ça naïvement, je me suis dit qu'est-ce que c'est, j'espère que c'est pas un énième FPS shooter où il faut tirer et tout. Et voilà, super surprise, voilà, gameplay hyper rafraîchissant. Et, je pense que le jeu vaut vraiment très peu cher et je conseille vraiment aux gens d'y jouer parce que Steam, pour le prix que ça vaut vraiment le coup d'y jouer. Il vaut la chandelle. Et comme il disait, Spider-Man peut remercier parce qu'ils ont complètement plagié une des scènes en fait, dans le film de Spider-Man. D'accord. Eh ben, écoutez, on va passer à un autre univers qui n'a rien à voir du tout. Nous, il y a une chose qu'on adore dans Plus ou moins Geek, c'est d'aller voir des personnages, des gens. Et quand vous les voyez au début, vous dites, ces gens sont fous. Et à la fin de ce reportage, vous dites, non, ce mec est essentiel. Tout de suite, une enquête geek auprès du professeur le plus éminent des langues de Tolkien. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Cet homme qui arrive dans un décor digne du Seigneur des Anneaux n'est autre qu'un spécialiste des langues créé par le romancier J.R.R. Tolkien. Il les étudie et les enseigne depuis plus de 20 ans. On doit également à Tolkien le Quenya et le Sindarin, langue des elfes, le Khusdul, celle des nains, et encore de nombreux autres. Peux-tu nous parler de cet auteur ? Oui, donc effectivement, il s'appelait Tolkien et non pas Tolkien, mais comme on est en France et qu'on parle français, on va l'appeler Tolkien. Il a enseigné à l'université de Leeds et ensuite d'Oxford. Il a enseigné donc les langues anciennes anglaises, il a aussi enseigné l'ancien gallois, et ainsi que l'histoire des langues anciennes germaniques, c'est-à-dire le vieil islandais par exemple et les sagas islandaises. Lui et son frère ont perdu sa mère jeune, il avait une dizaine d'années. Il a été principalement élevé par un prêtre catholique, donc Tolkien était aussi très croyant, c'était quelque chose d'important pour lui. Et donc, de son vivant sont parus 2 romans qui sont devenus très célèbres assez rapidement. Un qui s'appelle en anglais The Hobbit, en français Le Hobbit, et l'autre The Lord of the Rings, en français Le Seigneur des Anneaux. Comment as-tu découvert ces œuvres ? Ça, c'était donc, que je ne me trompe pas, en 78. Et je ne savais pas quoi faire, alors je suis passé à la librairie locale qui était à l'époque à côté de Saint-Lazare. Et puis je suis descendu, regarder les bouquins de SF. Je lis beaucoup plus de science-fiction que de fantasy. Et puis là, un des vendeurs s'est approché de moi et m'a dit « Vous cherchez quelque chose ?» D'habitude, je suis du genre à dire « Non, non, merci ». Et puis là, j'ai dit « Oui, vous avez quelque chose à me proposer ?» Il m'a dit « Est-ce que vous connaissez Tolkien et Bilbo le Hobbit ?» J'ai dit « Ah non, j'ai jamais entendu parler ». Donc il m'a tendu le bouquin et voilà, je suis reparti avec. C'est comme ça que j'ai découvert Tolkien, tout à fait, je dirais, par hasard. J'ai été très vite accroché, j'ai dû mettre même pas 2 jours pour le lire. Donc avant de partir, même pour Londres, je suis revenu à la librairie et j'ai demandé « Vous n'avez pas un autre truc par cet auteur ?» Parce que c'est vachement bien, Bilbo le Hobbit. Et là, il m'a tendu les 3 volumes du Seigneur des Anneaux. Et je suis parti à Londres avec le Seigneur des Anneaux sous le bras, voilà. De son vivant, Tolkien n'a publié que très peu de romans, mais beaucoup de récits courts. Comment est-ce que tu expliques ça ? C'est parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout un écrivain, c'était pas un romancier. Il était avant tout enseignant, c'était son métier, il faisait les examens, il avait des élèves. Donc voilà, c'était pas du tout quelqu'un qui essayait d'avoir une carrière littéraire. Tolkien écrivait beaucoup pour lui-même avant tout. Alors de temps en temps, il donnait à lire ses histoires à ses amis, mais c'était quelqu'un surtout d'extrêmement perfectionniste. Il était très rarement content de lui. Ça a été très très long pour faire Le Seigneur des Anneaux, il a mis plus de 10 ans. Ce qui fait que finalement, eh bien, d'autres œuvres qu'il aurait pu publier ne l'ont été qu'après sa mort. Et je dirais qu'il est devenu très célèbre et un grand nombre d'écrits sont parus après son décès. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ses œuvres ? C'est un style assez extraordinaire, extrêmement dépouillé, avec un grand vocabulaire, donc j'apprenais beaucoup de mots anglais. Je l'ai lu pour la première fois alors que j'habitais à New York. Donc j'apprenais l'anglais et puis en même temps, disons, c'était vraiment un très grand plaisir. Toute cette pléthore de langues parlées par les elfes, les nains, les orques, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et comme dans la préface à son roman, Tolkien disait que les langues imaginaires étaient au cœur de son univers, eh bien je me suis dit, je vais les étudier de manière extrêmement précise, puisqu'à l'époque, j'entamais mes études et je me demandais bien qu'est-ce que je pouvais étudier. Édouard a donc étudié les langues créées par Tolkien. Parle-nous de ses ouvrages. Mon premier livre est paru en 1995, il s'appelait « Le dictionnaire des langues elfiques ». Et donc, à cette époque, c'était un ouvrage qui a essayé de rassembler tous les mots d'une des langues que Tolkien a inventées, qui s'appelle en français le haut elfique,
et qui est donc une langue très proche, je dirais, grammaticalement du latin et du grec ancien, avec aussi des petites touches de finnois, donc la langue parlée en Finlande. Et puis là, donc, il y a quelques mois, j'ai pu refaire une nouvelle édition parce que entre ces deux dates, donc 95 et aujourd'hui, eh bien, il y a eu énormément de nouvelles choses qui ont été publiées. Donc en 95, il y avait à peu près 3000 mots, et puis aujourd'hui, le dictionnaire que j'ai publié, il y en a plus de 7000. Pourquoi avoir étudié les langues elfiques ? C'est vrai que étudier les langues elfiques, ça ne sert pas à grand-chose. De la même manière que se promener au bord de la mer, ça ne sert à rien. Lire du Rimbaud, ça ne sert à rien. Mais il y a plein de choses qui servent à rien, qui sont absolument essentielles à l'être humain. Étudier une langue que quelqu'un a inventée, eh bien, surtout dans un roman, c'est s'approcher de quelque chose peut-être qui peut sembler à certaines personnes totalement inatteignable. Rentrer dans un roman, c'est une manière un petit peu de comprendre Tolkien aussi, puisqu'il a passé quasiment toute sa vie. Il a énormément écrit sur ces langues, donc il y a les grammaires, il y a la façon d'écrire. Donc on peut apprendre la grammaire des langues elfiques et s'apercevoir qu'il y a des règles qui ressemblent au latin, d'autres qui ressemblent au grec ancien. C'est à aimer les langues du monde, c'est une ouverture vers d'autres univers, c'est une passerelle en fait, vers la connaissance en général. Merci, Édouard, pour cette mise en lumière d'un auteur dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne connaissait pas forcément le goût pour les langues mortes. Je vais rouvrir mes bouquins de latin et de grec, moi. Tolkien qui n'est pas un de tes auteurs préférés, curieusement. Non, je suis pas très fan du Seigneur des Anneaux, j'avoue. D'ailleurs, il paraît que c'est réciproque en fait. Ouais, exactement. Eh ben écoute, tu as à peu près 4 minutes le temps qu'on retrouve Stéphane Gallo pour sa rubrique jeu de rôle, jeu de plateau, pour que tu puisses préparer ta chronique en elfique. Rubrique jeu de plateau avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Le jeu du jour est Seven Wonders, un jeu de construction de création française qui a raflé absolument tout ce qui existe en termes de prix depuis sa sortie en 2010. Fruit d'une nouvelle collaboration d'Antoine Boza avec Repoprod, il met les joueurs aux commandes de cités antiques rivales. 3 âges se succèdent et proposent leurs propres bâtiments et spécificités. Ces 3 phases terminées, il est temps de compter les points de victoire. La partie commence avec le tirage par chaque joueur de sa cité. Florian hérite de Babylone, Henri récupère Rhodes et John obtient Alexandrie. Comme ce sont des joueurs expérimentés, ils vont jouer avec la face B de leur plateau, ces faces mettant plus en avant les avantages et désavantages de chaque cité, force et faiblesse, et différenciant mieux les spécificités de chaque nation. Pour le premier âge, chaque joueur va obtenir une main de 7 cartes. Le déroulement d'un tour est simple. Chaque joueur choisit une carte, la pose devant lui, face cachée, puis les cartes des différents joueurs sont révélées simultanément et les joueurs transmettent leurs mains restantes, soit 6 cartes au premier tour, aux joueurs à leur gauche. Le sens de rotation des cartes change à chaque âge. Quelques tours ont passé et déjà des tendances très fortes se dégagent. Ainsi, John s'est clairement orienté vers la production de matières premières, un moyen très simple de forcer ses petits camarades à l'enrichir en lui achetant toutes les ressources qui leur font défaut. De son côté, Florian a ouvert son jeu avec la construction de bâtiments publics, une stratégie payante puisque ces bâtiments rapportent des points de prestige et donc des points de victoire, mais aussi grâce au chaînage proposé pour ces cartes. Ainsi, en construisant l'hôtel au premier âge, il est assuré de pouvoir bâtir le temple au second âge, puis le panthéon au troisième âge. Il poursuit sur cette lancée puisqu'il vient de bâtir les bains, ce qui lui permettra plus tard la construction gratuite d'un aqueduc. Les cartes ont été révélées, elles changent de main à présent. En se dotant d'un bâtiment militaire juste à la fin du premier âge, Henri a contraint ses adversaires à réagir. Depuis le début du deuxième âge, c'est l'escalade entre Rhodes et Alexandrie. John a suivi un temps cet effort militaire, puis préféré poursuivre son chemin tranquille en se lançant dans le commerce. Il poursuit cette nouvelle politique, à ce tour, en posant un forum. Que vont faire ses rivaux ? Henri possède toujours la plus grande puissance militaire, mais il craint de se faire rattraper. Il ne peut pas actuellement construire le champ de tir qu'il a dans sa main, faute de matériaux. Mais il est hors de question qu'il laisse cette carte dans la main qu'il va passer bientôt à Florian. Il a donc 2 solutions. Il peut défausser la carte et encaisser 3 pièces d'or, ou il peut avancer son étape de merveille, le problème étant qu'il lui manque un petit peu de minerai. C'est le second choix qu'il fait. Il construit donc sa première étape de merveille et achète le minerai qui lui manque à Babylone. Il remet donc 2 pièces d'or à John. Les cartes ont été toutes révélées. Qu'a fait Florian pendant ce temps? Lui, il poursuit dans la voie scientifique. C'est un nouvel effort. La voie scientifique est un très bon moyen de faire des points, mais il exige un certain investissement. Grâce au chaînage, heureusement, c'est aussi un accès facile vers de futurs bâtiments gratuits. Un bon choix donc que de bâtir ce dispensaire. Le troisième âge s'ouvre à peine et la stratégie de Henri s'est déjà révélée payante. Ses victoires militaires, comptabilisées à la fin du second âge, viennent de lui rapporter 6 points de victoire, soit 8 au total depuis le début de la partie. On change à présent de paquet de cartes, les mains sont en train d'être redistribuées. Chacun va bientôt pouvoir jouer sa première carte marquée d'un 3 romain.
Après un sursaut belliqueux, Florian est revenu à ses objectifs scientifiques en multipliant les cartes vertes. Les 3 joueurs ont bien avancé la construction de leur merveille et il ne manque qu'une étape à John pour compléter cet objectif. Justement, John à ce tour pose sa carte et il fait un pas décisif en construisant un palace à ce tour, soit 8 points de victoire d'un coup. Les guildes, les cartes violettes qui augmentent les points de victoire, sont actuellement sur le devant de la scène. Elles sont bel et bien entrées en jeu. Et Henry, en posant à ce tour la guilde des travailleurs, s'appuie sur les cartes de John et de son autre voisin pour gagner des points de victoire. La guilde des travailleurs va lui rapporter 1 point par matière première possédée par ses voisins, de quoi se faire un joli pactole. L'heure est au compte des points de victoire après la pose de la dernière carte. Comme prévu, Henry mène sur le plan militaire et il vole des points à ses voisins. John, de son côté, le devance de peu, grâce à ses guildes qui le dotent de points en fonction de ses cartes de commerce, mais aussi de ressources. Évidemment, il reste le 3e joueur, l'outsider, celui qu'on n'attendait pas, Florian, et c'est lui qui tire son épingle du jeu grâce au bâtiment public qui a des combinaisons de cartes scientifiques très efficaces. Ces cartes vertes lui rapportent un total de 31 points, de quoi se placer aisément en tête. C'est donc une victoire de Babylone qu'il faut prononcer après cette partie d'une demi-heure, tendue mais rondement menée. Laurent, oui. As-tu eu le temps de bosser ton langage elfique? Je suis prêt. Voilà, à la manière d'une sitcom des années 90, Laurent! Rubrique BD et romans avec Laurent. Une chronique sur un sujet que je suis sûr vous connaissez pas puisqu'il s'agit de littérature, hein, de livres. Comme vous ne lisez pas... De litière. Je lis que les Mickey Parade. Voilà. La littérature. Un jour, on parlera de Mickey Donald, tout ça. Ouais, Mickey Donald et moi, comme disait Douchka. Le cycle de la culture de Ian Banks, on va voir quelques couvertures qui sont pas forcément hyper parlantes, mais c'est pour que vous voyez qu'il s'agit de science-fiction, évidemment. C'est parfait pour ce c'est joli. Alors Ian Banks, là, vous voyez ici, Ian M. Banks, quand il écrit de la SF, il rajoute l'initiale de son deuxième C'est pour prénom. Mireille, je crois. Voilà, pour Mylène, d'ailleurs. Et quand il fait des bouquins de littérature générale comme celui-là, il enlève le M. Voilà. Ah, genre, mais pourquoi? Ah oui, ça genre, fait c'est pas pas des des gens. Non, juste pour différencier les trucs de genre de ceux qui ne sont pas de genre. C'est un peu Rurik quand il est ici, des fois il est au cinéma, et des fois il est ici. Donc Ian Banks, qui est un auteur écossais, le cycle de la culture c'est une utopie. C'est bien vrai. Oui, alors non, c'est le nom d'une civilisation de 18 trillions d'habitants. Plutôt humanoïde, mais qui mêle des humains, des extraterrestres, qui existe depuis 9000 ans. Et la culture, c'est une utopie parce que personne n'y travaille. Des machines, des robots s'occupent de tout ce qui est quotidien, quoi, de tout ce qui est chiant, en gros. Il n'y a pas d'argent. C'est une civilisation de loisirs. Tout le monde fait ce qu'il veut, se cultive, fait du sport, voilà. C'est une utopie. Et il a créé ce monde en réaction un peu à la SF un peu militariste américaine qui... Quand il a commencé à écrire en 87, dominait un peu la littérature américaine. Il y avait bien les cyberpunk à côté, mais il y avait aussi, dans le space opéra, plutôt de la SF militariste. Mais du coup, c'est de la contre-utopie. Mais pourtant, c'est un canon, là, c'est un bateau, ce qu'on voit. Du coup, c'est de... La contre-utopie. Non, c'est de l'utopie, puisque c'est un monde plutôt rêvé. Fred avait une bonne remarque. Pardon, ouais, je t'écoutais. Parce que dans les livres que tu as montrés, on voit un bateau militaire à un moment avec des canons qui partent. Alors, le truc, c'est que c'est une utopie, c'est un monde rêvé. Quel intérêt? Il n'y a pas d'histoire à raconter là-dedans. Alors justement, dans la culture, il y a ce qu'on appelle la section des circonstances spéciales qui s'occupe d'aller travailler, essayer de voir si d'autres mondes ne sont pas dignes de rentrer dans la culture et d'appartenir à cette utopie. Et s'ils ne sont pas dignes, d'essayer de les convertir à l'idéologie. Donc en même temps, c'est une utopie, mais en même temps, ils n'aiment pas trop que des gens vivent différemment. Donc ils essayent de les mettre avec eux. Et là, c'est source d'histoire. Donc c'est souvent des histoires de circonstances spéciales qu'on va voir. Donc par exemple, là, c'est de la contre-utopie, parce que quand même, ils obligent les gens à... Voilà, la culture est ambiguë, tu vois. C'est une utopie, mais qui a un petit côté... pas parfait, quoi, voilà. Le bouquin dont je voulais vous parler, c'est l'usage des armes. Là, on envoie un agent qui s'appelle Shiradenin déstabiliser un monde pour éventuellement le faire rentrer dans la culture, pour qu'il adhère aux idéaux de la culture. Et ce bouquin, je l'adore parce que il est construit d'une façon hyper spéciale. Il y a 2 arcs narratifs. Il y en a un où on suit 2 agents qui vont chercher Shiradenin pour l'envoyer en mission. Cet arc se fait dans des chapitres numérotés 1, 2, 3 en chiffres arabes. Et parallèlement, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, il y a le chapitre 13 en chiffres romains.
Après, entre le 2 et le 3, il y a le chapitre 12 en chiffres romains. Et là, c'est une autre chronologie, donc à l'envers. Et on suit la vie de Shiradenin avant qu'il soit envoyé en mission. Moi, j'adore quand il y a des petits systèmes comme ça. C'est un puzzle, quoi. On a 2 histoires. Et à la fin, on a un twist, pas Saint-Tropez, mais un twist sur l'identité Donne-moi ça. On réagit sur le twist à Saint-Tropez. Putain, il raconte des trucs. C'est minable. Et à la fin, il y a un super twist sur l'identité de Shiradenin, mais je n'en dis pas plus. Lisez la culture, c'est merveilleux. Voilà. Oh c'était beau. C'était assez joli. C'était gonzo. En tout cas, il y en a un, on est sûr, il n'est pas Saint-Tropez. C'est François qu'on retrouve tout de suite pour le talent web. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Mon grand-père me parle souvent de la guerre. Et moi aussi, j'ai connu l'enfer. Eh oui. Juin 2010, un soir d'été. Un orage. Coupure d'internet. Pendant 12 heures. Et la 3G passait pas. C'est un peu mon Vietnam. Bon, allez, tout de suite à talent web, sinon je vais chialer comme une pisseuse. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Connaissez-vous Bob Lennon? Si la réponse est non, mon argumentaire sera simple. Des centaines de vidéos postées sur Internet, plus de 150 millions de vues. Son cœur d'activité, commenter des parties de jeux vidéo. Son partenaire, Fantasio 974, en faisant le show. À seulement 25 ans, ce Jim Carrey à la française est un monument chez les jeunes. Mais quel est le principe qui se cache derrière ce pseudo? Le principe de Bob Lennon, en fait, ça passe... c'est un animateur sur une émission qui peut ne pas être comparable à des dessins animés ou autres, mais sur des émissions qui durent environ 20 minutes sur des jeux vidéo dont l'objectif est de distraire des enfants. Généralement en disant le plus d'absurdité possible ou juste en les tenant occupés afin qu'ils aient de quoi rigoler, de quoi se détendre après l'école et éventuellement des vidéos à voir et à s'amuser. Sur Internet, c'est là que ça devient compliqué. Je me vengerai s'ils se mettent à crier. Où est-ce qu'ils sont les kikous? Quelle vidéo t'a fait prendre conscience de l'ampleur du phénomène? Pour moi, ça a été la chanson de Skyrim. Bob Lennon, c'est un pyro barbare, massacré, déchiqueté, profite de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Musca. Bob Lennon, marchera vers la gloire. Quand tu vas en convention et que tous les gamins te la chantent, qu'ils la connaissent par cœur sur le bout des doigts, que la vidéo est vue plus d'1 500 000 fois et que les gens enchaînent juste derrière et t'attribuent à ça, c'est juste impressionnant. À ce moment-là, je m'étais dit que j'avais passé un cap, j'ai fait oui, c'est ce que je fais de ma vie actuellement. Combien de temps prend une vidéo? On prend 1 heure, 1 heure et demie environ. Et encore, en temps normal, on pourrait prendre 40 minutes. C'est juste que pendant 20 minutes, on papote comme des caissières de supermarché à la cafetière. Ensuite, on s'aperçoit que Minecraft n'est pas à jour, donc il faut télécharger mise à jour les pattes de texture, on s'arrange, la map marche pas, je la réupload, on enchaîne machin. Au final, après 1 heure et demie de soucis techniques, on passe 20 minutes à tourner, et à la fin, bon, bah on est bon, bah voilà, on est bon. Sinon ça va, ouais, je te rappelle après manger, ouais, pas de soucis. Allez hop. Notre duo marche ensemble, on a vraiment une alchimie, il y a vraiment une répartie, il y a vraiment un équilibre qui se fait. Quelle est ta vidéo coup de cœur? C'est encore une fois un truc de jeu vidéo extrêmement élitiste, donc c'est du Skyrim, où en fait dans le jeu il faut savoir qu'on peut soulever des objets. Mais on ne voit pas les bras de son personnage, donc on a l'impression que les objets sont soulevés par magie ou télékinétiquement. Et donc il y a des crânes dans ce jeu-là, et lorsque tu les prends et que tu les soulèves, la mâchoire tombe et tu peux les secouer de haut en bas pour leur faire claquer la mâchoire et les faire parler. Et je me suis lancé dans un délire sur des crânes qui est juste à mourir de rire. Ovale, Bob Lennon vole des trucs, c'est un malade mental, c'est un psychopathe, il tague les murs, il chie sur les meubles, il renverse les poubelles. Le partage des revenus de la pub sur Internet permet dorénavant à de nombreux créatifs de gagner leur vie. Est-ce que ça a changé ta manière de travailler? C'est pas vraiment ça qui a changé ma vie ou changé ma posologie vis-à-vis de ce travail, entre guillemets, vis-à-vis de ma passion. Ce sont les conventions. Je le dis, ce sont les conventions, c'est le fait de rencontrer les gens qui aiment ce que je fais et qui m'apprécient pour ce que je leur apporte, de les voir en personne, de leur faire des câlins, de leur signer des dédicaces et de déconner avec eux en faisant des blagues de cul sur des membres de la famille qui sont présents sur place. C'est pour ça, mais c'est vraiment ça qui m'a apporté quelque chose et c'est vraiment quelque chose dont je pourrais pas me passer. Est-ce que tu peux nous conseiller 3 vidéos pour rentrer dans ton univers? La toute première vidéo de mon playthrough de Skyrim, la toute première vidéo que j'ai fait avec Fanta, et enfin la 3e, le commentaire du tricot. Regardez sa baffe!
Elle est empalée sur le stick. Le stick domine complètement. Regarde-moi cette dextérité, elle le maintient complètement, elle reste au sol. Utilises-tu les commentaires des internautes pour préparer tes futures vidéos? Oui, je travaille avec les commentaires des internautes, surtout les commentaires techniques. Les commentaires, ils peuvent m'aider à évoluer techniquement. Après, tout ce qui est commentaires à sujet personnel, Bob, tu cries trop, ou des trucs comme ça, non. Je suis ce que je suis, ceux qui m'aiment tel que je suis m'aimeront tel que je suis, et ceux qui ne m'aiment pas, ne m'aiment pas. Et c'est leur droit le plus total, et que je respecte. Et ces mecs-là, je vais pas venir chez eux, ding ding, bonsoir, je suis Bob Lennon, puis défoncer leur porte et hurler dans le landau de leur bébé, tu vois. Non. Un mec qui n'aime pas Bob Lennon, il a le droit. D'ailleurs, c'est un mec qui n'aime pas qu'on lui crie constamment dans les oreilles dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant à l'écran. Globalement, je dirais c'est un mec avec une bonne santé mentale, en fait. Fanta, oui. Je t'aime. Oui. Normal, viens. Allons dans mon jacuzzi personnel. Et Bob Lennon, qui est un de vos copains. Oui. À tous. C'est le fils de Bob l'éponge. Bisous à Bob. Exactement. Il est fou, Bob, il est sympa. Il est adorable. Et en parlant de quelqu'un qui est adorable également, c'est Franck, la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list un peu spéciale puisque vous aurez droit aux sélections des chroniqueurs de l'émission. Eh oui, j'avais pas envie de travailler donc je me suis dit autant qu'ils balancent leur coup de cœur quoi. Allez, c'est maintenant. Et on commence tout de suite les sélections par la plus jeune d'entre nous. Je ne veux pas parler de Laurent ou de moi-même, mais bien sûr de Yumi, qui vous conseille Les Contes macabres chez Soleil. Un livre qui contient 7 contes d'Edgar Allan Poe, traduits par Baudelaire, un chapitre sur sa vie, son œuvre et se clôture sur une biographie de l'auteur, du traducteur et de l'illustrateur Benjamin Lecombe. Et sinon, en rapport avec le cosplay, elle vous conseille le livre Couture Sweet Goth Lolly de Suzuki Drio, qui est parfait pour débuter dans le cosplay parce qu'il est plein de patrons. C'est pas des mecs en costard-cravate, hein, c'est juste des bouts de papier. Et on va maintenant passer à la sélection de Sébastien Rassia, dit aussi Seb, dit aussi S pour les intimes. Il vous conseille le livre du voyage, c'est écrit par Bernard Werber et ça se veut comme un moyen de transport vers un endroit de ta tête qui va bien. Encore faut-il le trouver. Du coup, le bouquin raconte une histoire différente pour chaque lecteur ou lectrice. Côté jeux vidéo, Seb vous conseille Oblivion chez Ubisoft, un jeu d'Heroic Fantasy sorti en 2006. C'est un RPG dans lequel tu peux tout faire. Et grâce à un kit de développement, des centaines de joueurs ont concocté des modifications, des mods, du plus utile et le plus what the fuck, style une épée en feu ou encore un sort de lambada. Musique! Eh mais je peux pas parler de ça! La baronne est une Sérieusement, Nico t'abuses, hein. On n'est pas au journal du hard. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils ont fait de la vidéo que je leur ai envoyée. On passe maintenant à la sélection de David qui vous conseille Jason Bourne, l'héritage chez Universal Pictures. Et c'est avec l'acteur Jeremy Renner qui apparemment est au goût de David. Moi je ne dis rien, je suis qu'en spectateur. Et il dit que c'est quand même traficoté pour faire du Jason Bourne sans Jason Bourne. David vous conseille également L'étrange pouvoir de Norman. Il kiffe bien et ça n'a rien à voir avec le Norman du web. On est bien d'accord? C'est un film d'animation en 3D dans l'esprit de Tim Burton. Et on passe maintenant à la sélection de Laurent qui vous conseille l'intégrale de Feel Perfect chez Dupuis. C'est une réédition de chef-d'œuvre d'un pilier de métal hurlant pour la première fois en intégrale. Les récits, illustrations et dessins que Serge Clair a réalisés autour de son emblématique personnage Feel Perfect sont enfin réunis. Ça a l'air cool. Il vous conseille également Le Canon graphique chez Télémac. C'est une adaptation de récits classiques en BD et ce sont les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale imaginés par plus de 50 artistes du 9e art. Et on passe maintenant à la sélection de Baptiste et au nom de la science, il vous conseille le livre Y a-t-il un architecte dans l'univers? C'est de Stephen Hawking chez Odile Jacob et c'est difficilement digeste parfois, mais lisez-le et vous aurez enfin de véritables éléments scientifiques et prouvés sur notre origine et celle de notre univers. Et pour la partie nouvelle technologie, il vous conseille le casque Epoch de la société Emotive. C'est un casque qui détecte les signaux cérébraux de celui qui le porte pour commander par exemple un ordinateur ou jouer à des jeux vidéo. Et c'est tout ça par la pensée, mais c'est dingue! C'est à moins de 300 € et si vous voulez un style futuriste et manipuler un ordi avec classe, eh ben vous pouvez trouver ça sur le net. Et c'est maintenant au tour d'RL qui vous conseille l'anthologie du Framponnet chez Komiku. Les Français, ça fait chic, c'est classe et les Japonais adorent en mettre partout, mais dommage qu'ils ne comprennent pas très bien la langue de Molière. Le résultat, ça fait du Framponnet, un florilège d'aberrations en tout genre. Comme par exemple, ça vous dirait pas de prendre un petit verre au bistrot de la Bave? Super classe. Eh oui, vous savez qu'on aime tous les point and click chez Plus ou Moins Geek et RL vous conseille Deponia, un jeu d'aventure aux allures de BD et au sarcasme décapant dans un décor de rêve. Une planète avec plein d'ordures dessus. Oh, je rêverais d'y aller.
Oh, je devrais faire ça plus souvent, ça m'évite de bosser, moi. La shopping list spéciale sélection chroniqueur est terminée. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse et nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Salut! Je crois que tu deviens allergique finalement à Franck. Ah, tout à fait. Tu ne le trouves pas tout mignon, Je tout ne kawaii? supporte pas. Il a un beau fauteuil quand même. T'es jaloux de sa mèche, c'est Ouais, ça, exactement, ouais. Il a une jolie mèche qui joue en même temps qu'il fait sa chronique. Allez les amis, on passe au vote. Le moment de vous donner un petit plus, réciproquement, RL1. Bah, je connaissais déjà Mirror Edge, donc j'ai envie de voter pour le livre de Laurent, parce que c'est, voilà. Ça J'ai va jamais te plaire, contre je pense, Utopie, ouais. et même si c'est pas... Qu'est-ce que t'en sais? Ben, je la connais bien, tu sais. Ouais. Mirror's Edge, ouais, j'ai envie d'y jouer. Seb? Ah ben, choix complètement orienté, le copain Bob Lennon. Seb, c'est bien. Fred? Bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Alors moi, écoute, votre jeu a l'air assez étonnant, mais j'étais encore plus séduit par ce que tu racontais là. Cette utopie me faisait rêver. T'as envie de vivre dans la culture. Un petit peu. Moi aussi. Oui, eh ben, un petit peu de culture, ça nous fait pas de mal. Je vais te donner ici mon petit plus. Allez les amis, il est temps de se quitter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas que vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux, le Geekbook, le Geekter, le site internet, le forum, l'appli Geek. N'oubliez pas également qu'il n'y a pas d'âge pour se revendiquer geek, ou plus ou moins geek, et qu'un bon geek est un geek curieux. Au revoir à la caméra qui s'envole. Au revoir caméra qui s'envole.